Voilà, donc un schéma qui vous rappelle les principales fonctions des nerfs crâniens. Le nerf olfactif, le 2, le 3, le 4 et le 6, on les fera ensemble avec la vision et l'oculomotricité. Ce qui concerne l'équilibration avec le 8, ça sera fait par les ORL, et donc on va faire le reste. Rapidement aujourd'hui, vous allez voir, je vais essayer de vous simplifier. Ce schéma-là, vous voyez, vous rappelle un petit peu les différentes fonctions. C'est un petit peu c'est commode après pour vous y retrouver. Je vous rappelle que les nerfs crâniens, vous vous souvenez de ce schéma que je vous ai montré la dernière fois, le nerf crânien commence au niveau du noyau, puis il y a le nerf crânien. C'est la définition donc, du système nerveux périphérique. Et donc, vous vous souvenez qu'on peut théoriquement avoir une atteinte pour les nerfs moteurs, une atteinte de la motrice, de la fonction motrice de ce nerf crânien, soit par une atteinte centrale, soit par une atteinte périphérique. Mais en pratique, vous allez voir et vous allez surtout retenir que cette atteinte, la distinction entre cette atteinte centrale et périphérique est surtout intéressante pour le nerf facial, car pour les autres nerfs, soit le déficit central sera englobé dans le reste du déficit, soit il y a d'autres systèmes qui permettent qu'une atteinte centrale ne se traduise pas par une perturbation perceptible de façon très nette de la fonction motrice. Donc c'est essentiellement pour le nerf facial que l'on fera une distinction entre centrale et périphérique. Je vous rappelle cette voie centrale qui va envoyer à chacun des nerfs crâniens pour la partie motrice, chacun des nerfs crâniens, et le système nerveux périphérique démarre à partir du noyau. Alors on commence sur ce qu'on a sélectionné aujourd'hui. On va commencer par le 5, dont je vous ai résumé les fonctions. Encore une fois, la base du cours, ce sont ces diapositives. Vous avez d'autres documents que je vous ai mis sur le site, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques difficultés pour aller sur le site, d'après ce que j'ai compris. Vous avez des documents sur le site qui vous donnent plus de renseignements, mais ce que je vous demande de retenir et les questions ne dépasseront pas ce qu'il y a sur les diapositives de cours. Je vous le redis une deuxième fois. Donc les fonctions vous voyez, les fonctions du nerf trijumeau sont mixtes. Il y a une fonction sensitive qui est la sensibilité de la face, avec ces territoires qui sont bien connus, qui correspondent aux 3 branches de division du nerf trijumeau, 5.1, 5.2, 5.3, ophtalmique, maxillaire supérieur, maxillaire inférieur. Et puis, une sensibilité des muqueuses, des cavités nasales, buccales et des 2 tiers antérieurs de la langue. La sensibilité, la piqûre des 2 tiers, par exemple, des 2 tiers antérieurs de la langue. Une fonction motrice qui est la mastication avec les muscles masséters, que vous percevez très bien en serrant les mâchoires. Vous les percevez ici. Il y a aussi les muscles temporaux. Et puis les muscles ptérygoïdiens qui servent aussi à faire de la déduction, comme les vaches, ou pour mâcher un chewing-gum. Donc voilà les fonctions du nerf trijumeau. Donc essentiellement une fonction sensitive, également une fonction motrice. Voilà, c'est exactement ça. Juste encore un schéma pour vous rappeler que la sensibilité dans le territoire du trijumeau correspond à ce territoire et que le reste, vous voyez, de l'extrémité céphalique et du cou correspond aux racines C2, C3. Voilà. Et ce schéma, je vous le rappelle, les voies sensitives de la sensibilité de la face et des muqueuses, etc., arrivent au niveau du ganglion du trijumeau, qui s'appelle le ganglion de Gasser, pour entrer dans le tronc et puis rejoindre la voie sensitive qui va au thalamus et qui va, après, se diriger vers le cortex pariétal. Alors, quelle est la sémiologie d'une atteinte du trijumeau? Bien évidemment, il peut y avoir... On est dans l'hypothèse d'une atteinte, encore une fois, du nerf périphérique. On aura une sémiologie sensitive, une sémiologie motrice. La sémiologie sensitive est faite comme toujours, c'est une sémiologie sensitive générale, de paresthésie et de douleur, avec parfois une douleur qui est très particulière, qu'on appelle la névralgie du trijumeau,
vous verrez que c'est une affection fréquente avec une sémiologie tout à fait évocatrice d'une douleur névralgique. Et je ne sais pas si je ne sais pas si le son est branché, mais normalement, vous pouvez avoir ici une description. Maintenant, elles sont plus fortes, c'est toujours les mêmes sensations. C'est des sensations d'arc. On a l'impression d'un arc électrique qui passe dans votre bouche. À quel endroit vous pouvez nous montrer? Alors, à l'endroit par ici. Elle se répète quand je bois. C'est d'ailleurs pour cela que pour l'instant je ne bois pas d'eau, je bois de l'eau gélifiée. Alors il y a quelque chose qui déclenche ces douleurs, c'est quand je parle. Quand je mange, il ne faudrait pas que je mange, il ne faudrait pas que je parle. Voilà, elle vous décrit, voyez, une douleur qui est une douleur vraiment névralgique, c'est-à-dire une douleur en éclair, répétitive, volontiers déclenchée par l'attouchement d'une zone qu'on appelle une zone gâchette. Très souvent, chez les patients qui ont une névralgie du trijumeau, c'est de la pathologie, ça, mais pour illustrer un petit peu ce cours, le simple fait de toucher une petite zone autour de l'aile du nez peut déclencher des décharges électriques extrêmement douloureuses. C'est ce qu'on appelle la névralgie du trijumeau. On apprendra cette maladie en pathologie. Donc, des paresthésies, des douleurs, bien évidemment une sémiologie sensitive, une hypoesthésie à la piqûre, à la température, au tact, etc., selon les plus ou moins intenses dans chacune de ces catégories. Et puis, particularité du trijumeau, c'est que le 5.1, vous l'avez vu, prend en charge la sensibilité de la cornée. Et l'on étudie en particulier le réflexe cornéen qui se recherche de la façon suivante, avec une compresse ou un coton stérile. Voilà. Vous voyez, avec une compresse ou un coton stérile, on va toucher la cornée, ici, et cela va provoquer vous allez voir, une fermeture des paupières. Donc vous voyez, la sensibilité, le nerf sensitif va amener l'information sensitive au niveau... elle a un petit peu peur, oui, on le remarque sur son visage. Au niveau du tronc, vous avez un arc réflexe, vous voyez, très, très clair. Vous touchez la cornée avec un coton. La sensibilité est apportée jusqu'au tronc cérébral, je vous ai montré le schéma tout à l'heure. À ce moment-là, ça fait relais avec le noyau d'un nerf qui fait fermer les paupières, qui est le nerf facial. Donc c'est le réflexe cornéen. Le film est en boucle, je ne lui fais pas, on est bien d'accord, pas sadique au point de lui faire sans arrêt mais comme ça, vous avez vu comment on recherche un réflexe cornéen. Voilà. La sémiologie motrice est très simple. Elle peut ou ne pas exister. Vous savez, il y a une séparation de ces nerfs, des branches du nerf trijumeau, donc on peut ou non avoir, bien sûr, une sémiologie motrice d'atteinte du nerf trijumeau périphérique. C'est d'ailleurs relativement rare. C'est surtout dans les lésions de la base du crâne, dans des tumeurs de la base du crâne, des choses comme ça. Eh bien, vous avez une non-perception de la contraction des muscles de la mastication. Je vous ai dit, c'est le masséter et le muscle temporal. Si vous serrez fort les mâchoires, vous sentez très bien se contracter votre masséter ici, le gros muscle qui est là. Vous faites ça comme ça. Ou bien vous mettez aussi la main sur les tempes ici et vous sentez le muscle temporal se contracter. Voilà. Et puis, il y a un autre signe qui s'appelle la bouche oblique ovalaire. C'est la déviation lors de l'ouverture de la bouche du menton vers le côté paralysé. Je vais vous montrer un exemple. Et puis, troisième point sémiologique, c'est le réflexe massétérin. Mettez-le entre parenthèses parce qu'on ne le cherche pas souvent. Donc, vous le mettez entre parenthèses. Si vous l'oubliez, ça n'a pas une grosse importance. Donc, je vous montre la bouche oblique ovalaire. Vous voyez, on demande à la personne... Tout simplement, je vous explique le principe, c'est que les ptérygoïdiens vont servir à ouvrir la bouche. Et s'il y en a un qui est déficitaire, donc il sert à ouvrir la bouche, à porter la bouche de l'autre côté. Donc quand les deux se contractent bien, la bouche s'ouvre bien toute droite. En revanche, il y en a un qui est déficitaire, elle va l'ouvrir vers le côté paralysé. Donc c'est pas forcément facile à voir. Vous voyez, on demande à la personne là d'ouvrir la bouche. Vous voyez pas grand-chose. Vous faites comme ça, vous prenez un petit bâton, tabasse-langue, vous mettez au milieu,
Et là, vous voyez bien que le menton est dévié, ne s'est pas ouvert de façon sur la ligne médiane. D'accord ? Donc voilà la sémiologie sensitive et motrice du nerf trijumeau. Le nerf facial. Alors c'est celui-ci pour lequel je vous avais dit la sémiologie est un petit peu particulière parce que l'on va étudier à la fois la sémiologie centrale et périphérique, alors que pour les autres, retenez essentiellement la sémiologie périphérique parce que centrale, on la voit quand même très très peu. Donc le nerf facial, ses fonctions, c'est le muscle de toute la mimique, toute la mimique, ce qui est vraiment une modalité d'expression extrêmement importante. C'est la sensibilité gustative, gustative des 2 tiers antérieurs de la langue, salé, sucré, etc. Les 2 tiers antérieurs de la langue. Et ça a une fonction végétative pour les sécrétions des glandes lacrymales et salivaires. Donc vous voyez, il y a ici tous les muscles de la mimique, on va bien sûr ne pas les voir en détail. Et puis ce schéma pour vous rappeler, mais ça je vous rapporte à votre cours d'anatomie, les différents nerfs qui constituent le nerf intermédiaire de Vriesberg et se conjuguant au nerf facial, moteur ou 7. Donc reprenez un petit peu votre anatomie, mais c'est quand même relativement peu de choses à retenir. Alors quelle va être la sémiologie ? Quelle va être la sémiologie de la paralysie du nerf facial ? On va la diviser de façon générale, vous allez avoir un visage asymétrique avec les traits déviés du côté sain. Entre nous, pour le nerf crânien, c'est celui-ci qui est le plus compliqué parce qu'on vous posera toujours la question, la différence entre une paralysie faciale centrale et une paralysie faciale périphérique, ça tombe très régulièrement, donc si vous ne comprenez pas, je vous réexplique bien évidemment. Donc, il y a premièrement un visage qui est asymétrique de façon globale, avec les traits déviés du côté sain, premier élément. Et puis on va distinguer 2 parties du visage, le facial supérieur et le facial inférieur. Les muscles faciaux supérieurs, les muscles faciaux inférieurs, tout simplement parce qu'il y a 2 branches, et vous allez avoir l'explication tout à l'heure. Pour le facial supérieur, un des premiers signes, enfin, les signes que l'on va pouvoir mettre en évidence sont un effacement des rides du front. Vous voyez, on demande à la personne de faire l'étonner comme ça. Donc il y a les rides du front qui se contractent. Et lorsque il ne peut pas le faire, vous les voyez les rides ici très bien, alors que là, elles sont effacées. Tenez, voilà, on voit un peu mieux ici. L'effacement des rides du front, un élargissement de la fente palpébrale. Vous voyez qu'elle est plus importante, on va le voir un petit peu mieux, mais vous le voyez ici déjà, elle est plus importante du côté paralysé. La fermeture de l'œil est impossible, c'est-à-dire le patient essaie de fermer l'œil, la paupière ne se ferme pas, et l'œil monte en haut, c'est le signe de Charles Bell. Et enfin, je vais vous les montrer tout cela en image. Troisième élément, c'est le signe. Vous voyez le signe de Charles Bell. Regardez, il essaie de fermer les yeux ici. Vous voyez, l'œil ne se ferme pas ici. La paupière ne se ferme pas, pardon, et l'œil monte en haut. C'est ce qu'on appelle le signe de Charles Bell, qui signe une paralysie faciale périphérique. Je vais vous expliquer ça. Mais vous voyez bien la symétrie du visage. Les traits, vous voyez les traits, regardez, déviés, les traits déviés du côté sain. Dernier élément de sémiologique de la paralysie faciale, du facial supérieur, c'est lorsque celle-ci est discrète. Vous n'avez pas un signe de Charles Bell, mais lorsque vous demandez au patient de fermer très fortement les yeux comme ça, vous voyez normalement, vous avez les cils qui se mettent dans la chair ici, là. Et lorsque vous avez un déficit discret, eh bien les cils persistent. Vous allez le voir sur un schéma, sur un film, c'est plus facile. Ça, c'était pour le facial supérieur. Pour le facial inférieur, les signes sont l'effacement du pli nasogénien. Regardez l'effacement du pli nasogénien, il est ici, c'est ce pli qui est là. Et vous voyez là, il est effacé. Ça se voit encore plus ici. La chute de la commissure labiale, vous voyez que celle-ci est plus élevée que celle-ci. La commissure labiale, c'est ça. Le pli nasogénien, c'est ceci. La commissure labiale, c'est ici. La bouche est attirée du côté sain. Et lorsque le patient tire la langue, on a l'impression, il a la bouche déviée comme ceci. S'il tire la langue,
la langue, on a l'impression qu'elle est déviée de ce côté-là. En fait, il suffit de remettre la bouche droite et la langue partira tout droit. Ce n'est pas du tout une paralysie de la langue. Hein, c'est une erreur classique. Et puis, bien sûr, il y a des difficultés pour siffler, souffler, se servir des muscles faciaux inférieurs. Ça, c'est une évidence. Et enfin, un dernier petit signe, c'est là aussi, lorsque la paralysie est discrète, c'est ce qu'on appelle les signes du Possier de Babinski, enfin, le signe du Possier, oubliez Babinski, qui, lorsque vous avez une contraction, vous voyez, faites une contraction contrariée de la mâchoire, on le verra bien sur un film, vous avez une contraction, une espèce de corde comme ça au niveau du cou. Hein. Ben, vous les voyez d'un côté et pas du côté paralysé. Regardez au repos, hein, sans aucune contraction. L'effacement des rides, on ne le voit pas très bien ici, l'élargissement de la fente palpébrale par rapport à l'autre côté, le visage qui est dévié, hein, du côté sain, l'effacement du pli nasogénien, la chute de la commissure labiale. On demande deux choses au patient. On lui demande de découvrir les dents. Quand il découvre les dents, regardez la déviation qui s'accentue, hein, du côté sain, avec une bouche, hein, qui est une bouche en virgule, avec la grosse extrémité de la virgule dirigée vers le côté sain, toujours. Et on lui demande, pour tester le facial supérieur, de fermer très fort les yeux. Et là, on voit apparaître le signe de Charles-Bell. Donc, vous voyez, ici, vous avez l'ensemble des signes de la paralysie faciale périphérique. On va voir dans un instant. Donc, quelques signes sémiologiques. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais concentrez-vous sur les paupières. Regardez, vous voyez, là, les cils disparaissent complètement dans la chair. Et lorsqu'on a une très discrète paralysie faciale du supérieur de l'autre côté, vous voyez, les cils, on les voit encore. Ouais, normalement, ils rentrent complètement. Hein. Tandis que lorsqu'il y a un petit déficit, on les voit encore sortir d'un côté. Vous voyez, ici, ils sont partis. Ici, on les voit un petit peu. Bon. Et l'autre signe discret, qui était pour le facial inférieur, c'est le signe du Possier. Vous voyez, quand vous contractez comme ça la mâchoire en découvrant les dents, vous voyez ces cordes-là qu'on a d'un côté, ici, eh bien, elles disparaissent du côté paralysé. C'est un signe discret, hein, un signe discret. Vous vous mettez devant la glace, vous faites ça comme ça. C'est tiré ici, vous verrez des cordes qui apparaissent sur les côtés. Des deux côtés, vous vérifierez. Ah. Je vous ai dit aussi que le nerf facial avait d'autres fonctions, qui étaient les fonctions végétatives. Hein. Alors, normalement, c'est très utile pour les personnes qui s'occupent de paralysie du nerf facial. Vous verrez ça en pathologie, parce que ça permet de préciser le niveau d'atteinte du nerf facial. Hein. En fonction de l'atteinte d'autres fonctions végétatives, en particulier du nerf facial, on peut savoir à quel niveau il est atteint. Mais ça, je ne vous demande pas de le savoir. Simplement, sachez que ça a une valeur topographique, mais qu'on peut observer aussi au cours de la paralysie du nerf facial une diminution des sécrétions lacrymales et salivaires. Hein. Deuxièmement, une agueusie, une perte du goût des 2/3 antérieurs de la langue. Et une hyperacousie douloureuse. Voilà, 3 signes qui permettent de localiser l'atteinte du nerf facial, mais je ne vous demande pas de la localiser, parce que c'est quand même très spécialisé. Oui ? Hyperacousie, c'est-à-dire qu'un son normal est perçu comme douloureux dans une oreille. Hein, vous savez, comme une hyperpathie, une hyperesthésie, etc. Alors, voilà le problème. Voilà le problème. Enfin, ce n'est pas un problème, vous allez voir, c'est simple. Hein. Je vous rappelle le principe du système de la voie motrice. Hein. Il y a un premier motoneurone central qui fait articulation avec soit la corne antérieure pour les muscles des membres et du tronc, etc., soit avec le noyau des nerfs crâniens. Je vous ai dit que ça n'avait pas vraiment de traduction sémiologique pour les nerfs crâniens, sauf pour le nerf facial, où il y a une différence assez nette et cliniquement visible entre une paralysie centrale, paralysie faciale centrale et une paralysie faciale périphérique. Tout repose sur ce schéma. Tout repose sur ce schéma. Ici, vous avez ce faisceau-là, le premier, hein, celui-ci et celui-ci. C'est le premier motoneurone, hein, le faisceau pyramidal, qui vient s'articuler donc avec
le noyau, en fait il y a deux noyaux, mais peu importe, imaginez qu'il n'y en a qu'un, c'est pareil, hein, avec le noyau du nerf facial, hein, à sa partie, le noyau pour le facial supérieur et le noyau pour le facial inférieur. Hein. La particularité, c'est que chaque noyau, le noyau du facial supérieur reçoit un faisceau pyramidal normalement, hein, comme d'habitude, de l'autre côté, croisé, et reçoit un faisceau pyramidal direct. Alors que le noyau du facial inférieur ne reçoit que le croisé, qu'un croisé, ne reçoit pas de direct. OK ? Si vous coupez, si vous cassez les noyaux ou le nerf périphérique, autrement dit, si vous avez une lésion du système nerveux périphérique, hein, imaginez qu'il y a un noyau et un nerf, hein, eh bien, vous aurez une paralysie faciale qui sera du côté de la lésion, on est bien d'accord ? Avec une atteinte du facial supérieur et inférieur, puisqu'on va détruire, on détruit généralement, on le détruit ensemble, ça, hein, les noyaux et les deux noyaux et le nerf. Et il n'y aura pas de dissociation automatico-volontaire. C'est quoi la dissociation automatico-volontaire? C'est-à-dire que le mouvement est paralysé pour un mouvement automatique, mais n'apparaît plus paralysé, hein, le muscle n'apparaît plus paralysé pour un mouvement volontaire. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc ce qui caractérise, hein, vous savez, on vous le demande en question, c'est un tableau, hein, paralysie faciale périphérique centrale, paralysie faciale périphérique centrale, et on vous demande quels signes sont présents dans l'un ou l'autre cas. Donc retenez bien, elle est homolatérale à la lésion, c'est normal, hein, quand c'est périphérique, c'est toujours du côté de la lésion, ça c'est clair. Ça touche le facial supérieur et le facial inférieur, et il n'y a pas de dissociation automatico-volontaire. Donc regardez ce que ça, je vous redonne un exemple. Hein. J'ai pas encore le bon, voilà. Regardez un exemple de... Oui. Non, il ne veut pas celui-là. Bon, je vous le montrerai un autre. En cas de paralysie faciale centrale, c'est-à-dire la lésion se situe cette fois-ci sur le faisceau, sur le premier motoneurone, hein, sur le faisceau pyramidal. Imaginez que je coupe ici ce faisceau pyramidal. On va dire que c'est le droit. Hein. Vous voyez que le facial inférieur ne recevra plus cette innervation. Donc on aura une paralysie faciale inférieure contralatérale. Mais en revanche, le faisceau, le noyau du facial supérieur recevra en revanche une petite innervation directe qui le préserve d'une paralysie plus importante. Donc, on aura une paralysie qui sera contralatérale à la lésion. Hein, ça, c'est normal, hein, avec le faisceau pyramidal, il est coupé ici, la paralysie faciale est du côté opposé. Mais cette paralysie faciale va respecter dans une large mesure le facial supérieur, puisque celui-ci reçoit une innervation directe. Et troisième élément, il y a une dissociation automatico-volontaire. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous montrer ce que c'est dans un instant. C'est-à-dire qu'on va avoir une paralysie très nette dans un mouvement automatique ou volontaire et pas dans l'autre type de mouvement. Vous allez le voir sur un schéma, c'est plus facile à voir. Vous voyez, donc là, vous voyez, il a simplement un signe des cils de Sook pour le facial supérieur. Regardez, il a un petit effacement du pli nasogénien. Quand il va découvrir les dents, probablement, si je me souviens bien, vous voyez, on voit une petite asymétrie. Vous voyez, regardez, entre là et là, il y a une petite asymétrie. C'est discret, une paralysie faciale centrale par rapport à une paralysie faciale périphérique. Vous avez vu, c'était beaucoup plus net. Hein. D'accord ? Je vous laisse le regarder. Vous voyez, il a très peu d'atteinte du facial supérieur. Regardez, il n'y a pas d'effacement des rides du front. Hein. Il a en revanche une discrète atteinte du facial supérieur avec un signe des cils de Sook. Et regardez, regardez, on voit bien la symétrie du pli nasogénien ici. Même si elle est discrète, elle est réelle. Hein. Donc ça, c'est une paralysie faciale centrale, discrète, typique, du côté gauche. Vous voyez, en découvrant les dents, la bouche est un petit peu aussi asymétrique. Du côté gauche, qui traduit une lésion du faisceau pyramidal droit, très simplement.
Je regarde si je peux vous montrer le film d'avant. Non, celui-là, il n'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Non. Voilà ce que c'est qu'une dissociation automatico-volontaire. Vous voyez, vous demandez à quelqu'un de vous montrer les dents, hein, montrez-moi vos dents. Donc c'est un mouvement volontaire, il va montrer les dents comme ceci, et on voit une asymétrie. D'accord ? Vous voyez ici l'asymétrie, l'effacement du pin nasogénien, la bouche déviée, la chute de la commissure labiale. Et puis, par ailleurs, vous lui faites faire un mouvement automatique, vous le faites sourire, vous le faites rire. Hein, voilà, qu'est-ce que vous feriez si vous trouviez un cheval dans votre baignoire? Et vous voyez, la même personne, sur ce mouvement automatique, les signes ont disparu. C'est ce qu'on appelle la dissociation automatico-volontaire. Tout simplement parce que le système nerveux périphérique du facial, le noyau et le nerf, ne sont pas détruits. Hein, le noyau et le nerf ne sont pas détruits. Et la commande volontaire fait appel à un faisceau qui, lui, est touché, par exemple, le faisceau pyramidal. En revanche, la commande automatique va faire appel à un autre faisceau. Et cette commande automatique va pouvoir fonctionner puisque le système effecteur, qui est le noyau et le nerf, est préservé. D'accord ? Voilà donc un autre exemple de dissociation automatico-volontaire. Hein. Bon, c'est le principe inverse, elle peut être dans l'autre sens. Vous voyez, là on lui demande de montrer les dents, on ne voit pas grand-chose. Et quand on la fait sourire, c'est là qu'on voit apparaître une petite différence, hein, une petite asymétrie. Voilà un autre exemple, hein, je vous en ai mis plusieurs pour que vous voyez bien ça. Vous voyez, on demande à ce patient, ouais, le visage là, on ne voit pas grand-chose. On lui demande de découvrir les dents, quelque chose de volontaire, on ne voit rien. Vous voyez, on le fait sourire et on voit mieux la symétrie. Donc dissociation automatico-volontaire. Et là, c'est l'inverse. On lui demande de sourire, on voit bien la différence. Oui, c'est ça. Et en revanche, on lui demande de découvrir les dents, on le voit bien. Et là, on lui demande de sourire, ça disparaît. Donc c'est le fait qu'on puisse faire disparaître cette paralysie en faisant une commande différente, en fait. Voilà. Pas de problème pour le facial. Ce que je vous propose, c'est vous le digérer, et puis la prochaine fois, je peux vous répondre à vos questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, etc. Hein, bien sûr. Alors, vous voyez, on avance à pas de géant. Là, on va faire maintenant le 9 et le 10. On va les faire ensemble, parce qu'en fait, ils sont responsables d'une fonction à peu près identique, commune en tout cas. C'est donc le 9 glossopharyngien, pneumogastrique, hein, enfin certaines parties de ces nerfs-là. La fonction du 9 et du 10, grossièrement, c'est la motricité et la sensibilité du pharynx et du voile du palais. Pharynx et voile du palais. Et le 10, c'est la motricité et la sensibilité, lui il est tout seul pour le coup, du larynx. Schématiquement, hein, mais vous n'avez qu'à retenir ça, ça marche assez bien. Et puis bien sûr, le 10 a un rôle végétatif que vous connaissez, mais qu'on ne va pas voir là. Donc, quelle est la sémiologie d'une paralysie? Alors on va voir, c'est la sensibilité je vous ai dit, du voile du palais et du pharynx. On va avoir une paralysie vélo-palatine. C'est généralement discret. Hein, quand c'est unilatéral, vous voyez, c'est une voix un petit peu nasonnée, un petit trou de la déglutition. À l'examen, le voile du palais est asymétrique. Je vais vous montrer ça sur un schéma. Avec la luette, hein, vous savez où c'est, un voile du palais, la luette, qui va être attirée du côté sain. C'est toujours pareil, quand vous avez quelque chose de médian, il y a toujours deux muscles qui tirent chacun de l'autre côté. Lorsque l'un est paralysé, ça va tirer du côté sain. Donc c'est dévié du côté sain. Et on regarde le palais, hein, on fait ouvrir la bouche, et on regarde avec un abaisse-langue pour avoir une bonne vision du palais, et on voit que ce voile du palais ne se contracte pas lorsqu'on demande au patient de prononcer le son A, hein, puisque c'est lui qui le contracte le mieux, hein, il n'y a pas de mystère derrière, ou le son E. Et puis le réflexe du voile du palais est aboli de ce côté-là. Le réflexe du voile du palais, hein, vous titillez avec l'abaisse-langue, et normalement vous voyez le voile du palais se contracter. Mais quand vous titillez du côté atteint, ça ne se contracte pas. C'est un réflexe qui est aboli, à la limite comme un réflexe ostéotendineux. Hein. C'est le même principe, puisqu'on est dans le système nerveux périphérique. Voilà. Et lorsque vous avez une atteinte bilatérale, ce qui peut se voir dans les atteintes de la base du crâne, là vous avez des signes fonctionnels très importants, hein, avec une
une voix nasonnée, et puis eh bien, ce voile de palais n'a plus sa fonction qui consiste, vous savez, à occlure la partie supérieure du pharynx lorsqu'on avale. Hein. Et bien là, vous pouvez avoir des aliments, des liquides qui repassent, au lieu de descendre dans l'œsophage, eh bien, ils repassent par le nez, par en haut. Hein. Donc, ouais, je vous montre, regardez, le voile du palais, c'est ceci. La luette, vous voyez que la luette est déviée du côté sain. La luette est déviée du côté sain. Et puis, le réflexe du voile du palais, ça se recherche en titillant un petit peu le voile du palais ici avec un abaisse-langue. Et normalement, le voile du palais, hop, se redresse comme ceci vers le haut. Bon. Donc voilà pour la paralysie vélo-palatine. La deuxième paralysie, c'est la paralysie pharyngée. On peut voir une paralysie pharyngée, puisque je vous ai dit c'était la motricité et sensibilité du pharynx. Donc les gens vont se plaindre, vous en doutez, d'une gêne à la déglutition, hein, l'impression que le gosier est un peu étroit. Ils vont se plaindre aussi de petites quintes de toux. Hein, c'est souvent un bon signe, parce que les aliments là, comme ce pharynx ne va pas bien se contracter, les aliments ne vont pas être bien dirigés où ils devraient être dirigés, c'est-à-dire dans l'œsophage, mais certains vont pouvoir aller titiller la trachée. Bien sûr, et à l'examen, vous avez ce que l'on appelle, d'une part, le signe du rideau. Je vais vous montrer ce que c'est. Et d'autre part, un réflexe nauséeux qui est aboli du côté atteint. Le signe du rideau, c'est quoi? Le pharynx, vous le voyez, vous savez, vraiment au fond de la gorge. Et en fait, quand vous demandez à quelqu'un de faire prononcer une lettre, A, E, comme ça, vous voyez le pharynx se contracter comme ceci, vers le haut. Vous voyez, il fait ça, comme ça. Ça tire de chaque côté. Hein. Ça, c'est les muscles pharyngiens supérieurs. Lorsqu'il est paralysé d'un côté, c'est sur le haut et sur le côté. Lorsqu'il est paralysé d'un côté, ça va tirer du côté sain. Et donc, ça va faire ça, comme un rideau. D'où le signe du rideau. Je vais vous en montrer un exemple. C'est pas facile à voir, mais bon, si ça veut bien marcher, ça a l'air. Donc, vous voyez, regardez, il va, regardez. Vous n'entendez pas le son prononcé, mais donc vous voyez ici le voile du palais, la luette, et je lui demande de prononcer un son. Et vous voyez, normalement, il doit monter un petit peu le pharynx, et là, il va systématiquement vers le côté gauche. Hein, c'est ça le signe du rideau. Et vous voyez que celui-ci se contracte moins bien ici. Regardez, la contraction est très bonne ici du voile du palais, alors qu'ici, regardez, c'est faiblard. Le réflexe nauséeux, vous connaissez le réflexe nauséeux. Hein, si on vous met quelque chose dans la bouche, vous avez tout de suite un réflexe nauséeux. Mais le vrai réflexe nauséeux, c'est d'aller titiller avec un abaisse-langue la paroi postérieure du pharynx et vous provoquer un réflexe nauséeux. Donc, dans une atteinte du 9-10, vous aurez une abolition du réflexe nauséeux. Il n'y aura pas de réflexe nauséeux du côté atteint. Comme une abolition d'un réflexe ostéotendineux. Troisième élément, ce 9-10 assure la fonction laryngée. Pardon, excusez-moi, le 10 assure la fonction laryngée. Je dis une bêtise, c'est 9-10 pour pharynx et voile du palais et 10 pour larynx. Donc, le larynx, c'est la voix, c'est la modulation du flux d'air qui vous donne les sons de la voix. Les signes fonctionnels, ce sera une dysphonie, un son déformé, une voix bitonale, c'est-à-dire une voix qui va changer de ton au cours de la même prononciation d'un mot ou d'une phrase. Et à l'examen, qui est un examen laryngoscopique, parce qu'on n'arrive pas à voir le larynx comme ça, vous savez, on le voit avec un petit miroir sur une tige comme ça, et on arrive à voir assez bien le larynx, et il est formé, vous savez, d'une espèce de cordes comme ceci, vous pouvez imaginer 2 cordes, dans une espèce de V, dont la contraction plus ou moins importante module le flux d'air et donne le son de la voix. Donc à l'examen laryngoscopique, on verra du côté paralysé une corde vocale qui ne bouge plus et qui va rester en position intermédiaire. Et bien sûr, lorsque la paralysie est bilatérale, on ne peut plus du tout parler et les 2 cordes vocales sont immobiles. Bon, voilà un digest du 9 et du 10. Vous n'avez pas à retenir plus. Vous pouvez en lire beaucoup, vous pouvez lire plein de choses dessus, mais ne retenez pas plus si vous voulez que ça reste après un peu longtemps.
Il nous en reste deux, le 11, pardon, ou spinal, et le 12. Bon, on va faire le 11, et on fera le 12 la prochaine fois, je finirai si on n'a pas le temps. C'est un peu compliqué le 11 sur le plan anatomique, mais enfin compliqué. Il faut simplement savoir que, vous voyez, il part de racine cervicale, hein, l'origine est au niveau de racine cervicale, puis il va rentrer de nouveau dans le crâne, hein, pour aller innerver principalement des muscles du cou et de l'épaule, d'où le terme de spinal. Hein, c'est son point de départ ici. C'est un trajet un petit peu particulier, mais ça aussi, je pense que vous le faites en anat. Quelles sont ses fonctions? Il a essentiellement une sémiologie motrice. Sémiologie motrice qui est la paralysie d'une part du sternocléidomastoïdien, d'autre part du trapèze. Alors, le sternocléidomastoïdien, pour bien comprendre, c'est ce gros muscle que vous avez ici dans le cou, voyez, qui s'attache, palpez-le, comme ça vous allez comprendre tout de suite, vous voyez, il s'attache ici derrière sur la mastoïde, vous voyez ici, l'os, et puis il vient ici et il vient s'attacher sur le sternum, le manubrium sternal, ici la première côte, voilà. Donc regardez, il fait comme ça, ce muscle-là. Donc si c'est contracte, d'après vous, qu'est-ce qu'il fait? Il se contracte, donc il fait tourner, hein, la tête de quel côté? Celle-là ou celle-là? D'accord. Hein, donc vous aurez, je vais vous le montrer ici, regardez, mais ça c'est la façon dont on l'examine, hein. Vous aurez une faiblesse de la rotation de la tête vers le côté sain. Hein, si vous raccourcissez ce muscle, la tête va tourner comme ça. Donc vous aurez une faiblesse de la rotation de la tête du côté sain. Vous aurez une disparition de la corde du sternocléidomastoïdien. Je vais vous montrer ce que c'est. Enfin, vous ne voyez plus le relief du sternocléidomastoïdien lors des mouvements contrariés. Hein. Voilà comment on le cherche. Voilà, c'est toujours notre mannequin. Alors regardez comment. Vous voyez, vous avez vu où il s'insérait? On repart à zéro. Voilà le sternocléidomastoïdien, vous voyez, d'ici à là, s'il se raccourcit, vous imaginez bien. Voilà. Et donc on demande à la personne de tourner la tête de l'autre côté, de façon contrariée, on résiste, et on voit apparaître la corde. Hein. Vous le faites devant la glace, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, il va s'insérer de là à là. Voilà. Et deuxième autre muscle que je vais vous montrer. OK? Vu? Voilà une paralysie. Mais regardez, déjà, elle a disparu. On voit qu'elle a disparu, la corde. Vous voyez, je demande à la personne de tourner la tête de ce côté-là. Vous voyez, regardez, on palpe. On a vu ici, on a palpé ici le sterno. Voilà. Et de l'autre côté, ben regardez, il n'y a absolument rien. Hein. Vous voyez, elle ne peut pas d'ailleurs tourner la tête. Vous voyez, elle ne tourne pas la tête, elle la penche sur le côté pour essayer de faire ce qu'on lui demande. Et là, il n'y a absolument pas de sternocléidomastoïdien, alors que de l'autre côté, on en avait un. Donc, faiblesse de la rotation de la tête, disparition de la corde du sternocléidomastoïdien lors des mouvements contrariés. Hein. Regardez d'autres exemples. Hein. Vous voyez, ce patient avait été opéré d'une adénopathie et bon, le nerf avait été coupé. Regardez de face, vous voyez, le sternocléidomastoïdien ici, on le voit très bien, alors que là, la corde a complètement disparu. Vous voyez, on lui demande de tourner la tête du côté gauche. Hein, il est maigre, on voit très bien les choses. Regardez, vous voyez très bien le muscle qui s'insère ici jusqu'au manubrium sternal. En revanche, de l'autre côté, il n'y en a plus, quoi. Il n'y a plus de contraction du muscle. Le muscle ne se contracte plus puisque le nerf a été détruit. Là, c'est quasiment une paralysie complète là, pour le coup. Deuxième fonction de ce nerf, c'est deuxième élément sémiologique, ce sera la paralysie du trapèze. Le trapèze, c'est ce gros muscle, hein, vous savez ce que c'est le trapèze, hein, ce gros muscle qui est ici, là, hein, qui sert principalement à élever les épaules, hein, à hausser les épaules. Donc,
vous aurez un déficit de ce muscle et vous aurez un espèce d'abaissement de l'épaule avec ce muscle, enfin, en particulier chez ceux qui font du culturisme, qui veulent avoir un torse extrêmement puissant. Vous savez, c'est ce muscle qui ressort comme ça, comme ça. C'est vraiment hein. Bon. Bah, enfin, chez quelqu'un de normal, il est quand même un petit peu convexe vers le haut. Là, il va plutôt devenir concave, hein, vers le haut. Vous aurez un autre signe qui va être l'exagération du creux susclaviculaire. Regardez, ça se voit tout à fait de façon typique. Hein. Ici, vous voyez, le muscle là, il a plutôt quand même une forme un petit peu concave, hein, de chaque côté là. Bon, c'est moins net ici, mais vous voyez qu'il y a manifestement ici une exagération du creux susclaviculaire, qui est liée à plusieurs choses, qui est liée, le creux susclaviculaire en arrière, vous avez le trapèze, et en avant, vous avez le sterno. Donc il y a une paralysie de ces deux muscles. Vous voyez, donc cette partie-là a disparu. Derrière, le relief est moins important, donc ça vous donne une impression de creux susclaviculaire élargi. Hein, c'est un deuxième signe. Et puis troisième, bien sûr, vous avez une faiblesse d'élévation de l'épaule, mais c'est pas facile parce que c'est un muscle extrêmement puissant, puis il y a d'autres muscles qui servent à élever l'épaule, donc c'est pas forcément facile à le voir. Et puis troisième signe, vous voyez, il y a une bascule de l'omoplate. Hein, quand vous demandez à la personne de lever le bras comme ça devant lui, hein, vous voyez l'omoplate comme ceci se surélever, alors que normalement elle reste collée au grille costal. On arrête là parce que je pense que vous avez un cours derrière, non? Il en reste un. Je finis? D'accord. Je finis. Donc il reste le dernier. Il reste le dernier qui est le grand hypoglosse, le 12. Le 12. Hein. Celui-là, vous allez voir, c'est très simple. Hein, c'est la motricité de la langue. C'est un muscle moteur qui sert simplement à faire bouger la langue. Mais c'est un rôle très important parce que c'est avec la langue qu'on parle, qu'on mange. Bon. Sa sémiologie, ben c'est toujours pareil. Hein, on reste dans une espèce de muscle, dans un muscle médian comme ceci, dont les mouvements vers l'avant sont liés à deux muscles, l'un en poussant la langue vers la gauche, l'autre vers la droite, qui sont les muscles génioglosses, les muscles génioglosses. Donc, si vous avez un muscle génioglosse droit paralysé, lorsque je tire la langue, c'est le gauche qui va pousser. Donc la langue va partir de ce côté-là. D'accord? Du côté paralysé. Okay, donc vous avez une déviation vers le côté atteint. Hein, je refais. Quand je tire la langue, j'ai mes deux muscles génioglosses qui poussent en avant et sur le côté. Mais de l'autre côté. Si j'ai le droit paralysé, bah, il ne va pas marcher. Donc mon gauche il va pousser sur l'avant et sur la gauche. Donc la langue va être déviée du côté atteint. Voilà. Le génioglosse, vous voyez, porte normalement la langue en avant et vers le côté opposé. Et à l'inverse, lorsque je rentre la langue, elle va se mettre asymétriquement plutôt de l'autre côté. Je vais vous montrer ça sur un schéma. Si j'ai une paralysie d'un génioglosse, eh bien, je ne vais pas pouvoir porter la pointe de la langue vers le côté sain. Si j'ai une paralysie du muscle génioglosse droit, ben, je ne peux pas faire ça, hein, mettre la langue contre la joue, d'accord, de l'autre côté. On est dans du système nerveux périphérique, hein, vous verrez la sémiologie du système nerveux périphérique, donc on aura une atrophie et des fasciculations de ce muscle. C'est un muscle, hein, la langue c'est un muscle que vous voyez, qui n'est pas recouvert de peau, de graisse, etc. Donc vous voyez beaucoup plus aisément qu'un autre muscle, donc vous voyez particulièrement bien des fasciculations et particulièrement bien une amyotrophie lorsqu'il y a une atteinte relativement sévère du système nerveux périphérique. Voilà. Et lorsqu'on a une atteinte bilatérale, bah, vous imaginez bien qu'on a beaucoup de mal à mobiliser la langue, hein, bien évidemment. Et il y a une perturbation majeure de la mastication. Vous ne pouvez pas faire bouger les aliments dans la bouche. De la déglutition, c'est le premier temps de la déglutition, c'est de propulser le bol alimentaire en arrière. Et de la phonation, parce que pour prononcer des L, il faut une langue. Donc vous avez aussi des problèmes de prononciation. D'accord? Donc voilà. Après, c'est quelques schémas pour vous expliquer ça. Donc, vous voyez, si j'ai une paralysie ici du 12 du côté gauche, lorsque je tire la langue, c'est mon gros génioglosse droit qui la pousse vers l'avant et vers le côté atteint. En revanche, lorsque je rentre la langue, ou est-ce qu'elle est au repos, elle est plutôt déviée de l'autre côté. Regardez, voilà, il tire la langue, cet enfant tire la langue du côté devant lui, hein, et la langue, vous voyez, est déviée
du côté gauche. Et ici, regardez, vous voyez cette langue qui est déviée pour une paralysie du 12 droit, qui est déviée vers la droite. Et vous voyez la langue, regardez, elle est atrophique ici. Vous voyez l'atrophie, comment ça se présente? Je pense qu'il y a un petit film aussi derrière. Voilà. Bon, là, on voit très bien. Voilà, regardez, il tire la langue. La ligne médiane doit être ici. Vous voyez qu'elle est complètement déviée vers la droite. Et regardez cette atrophie. Vous voyez cet aspect gaudronné. Hein, bon, gaudronné est un terme peut-être un peu... Mais vous voyez, regardez, c'est un gros muscle que vous pouvez palper, tandis que là, il avait... vous voyez, le muscle a vraiment diminué en volume. Je ne peux pas l'attraper. Hein, je peux pas l'attraper. OK? Donc, bon... Il y a très souvent à l'examen des nerfs crâniens qui tombent, hein, bon, parce que faut les savoir, il faut avoir appris cette sémiologie une fois dans sa vie. C'est jamais, vous verrez, c'est jamais des questions plus difficiles que ce que je vous ai montré là. Attendez, je regarde s'il y a une dernière diapositive. Non, c'est jamais des questions plus... Ça ne va pas plus loin que ça. C'est ce type de questions. Il y a une paralysie du 12 droit, la langue est déviée du côté droit, du côté gauche, etc. Vous voyez, c'est ce type de questions. En avez-vous des questions ? Non? Vous digérez ça et vous me les posez la prochaine fois si vous voulez?